Donc, déjà, bonjour et bonsoir et bienvenue. Merci aux gens externes d'être venus aussi. Donc, ce soir, on va juste parler d'un retour d'expérience sur un projet relativement gros qu'on a eu chez Sedona. Donc, c'était un projet qu'on a commencé à développer simplement, façon à l'ancienne, entre guillemets, à l'ancienne, SOA. Puis on s'est rendu compte qu'au final, ça correspondait pas vraiment à ce qu'on voulait obtenir à la fin, et donc on a dû changer d'architecture en plein milieu pour le passer en event-driven. Donc, pour commencer, je vais juste vous parler du projet en soi, que vous essayez de resituer, imaginer un peu à quoi consistait ce projet et qu'est-ce qu'on a fait exactement dedans. Donc, j'ai anonymisé le client pour pas non plus tout dire, étant donné que le projet court toujours. Donc, Soylent Corporation, c'est le client. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une machine autonome, donc comment ça s'appelle comment on appelle ça Un en français? automate. Un automate. Non, les vending machines. Je trouve plus le mot. Automatique. Un distributeur automatique, merci. Un distributeur automatique pour vendre justement son best-seller qui est le Soylent Green. L'avantage, c'est que cette machine doit être autonome pour que justement il puisse en installer partout sans ouvrir de magasin avec et embaucher des gens pour travailler. Donc juste poser une machine, la charger en Soylent Green pour que les potentiels clients viennent et commandent et partent avec leurs produits. La machine va être tellement autonome que elle sera informée le Solon Corporation de quand est-ce qu'elle va vendre quelque chose. Donc, elle va remonter les informations de ce qui se passe actuellement dans le distributeur. Et elle va également informer s'il y a un problème. Donc, si par exemple, mettons que il n'y a plus de produit dans le distributeur, cette information va être remontée directement à Solon Corporation pour que celle-ci puisse envoyer un technicien pour remplir. La machine va également savoir s'auto-updater. Donc, elle va, quand aussi le Solon Corporation publie une nouvelle version du logiciel, donc de gestion de ce distributeur, le distributeur saura tout seul, magiquement, se mettre à jour, sans avoir besoin d'un technicien qui vienne sur place pour le faire. Donc voilà, ça c'est le contexte du projet. Donc, qu'est-ce que nous, on a proposé? Nous, Sedona, on a proposé donc Soylent Corporation. On est parti sur une approche IoT, donc au niveau du distributeur. On s'est dit, voilà, donc comme on veut du reporting, du self-updating, on va proposer donc une approche plutôt IoT où on va pouvoir justement gérer une flotte de devices et récupérer les informations de ces devices. Comme ils avaient déjà certains prototypes basés sur des OS particuliers différents, etc. On est parti sur l'idée de, OK, on a besoin d'une application qui soit Java pour pouvoir la faire tourner sur plusieurs OS potentiellement, comme on n'avait pas de contraintes techniques au début. On a découvert par la suite qu'il y en avait une, mais bon, ça c'était autre chose. Et donc, l'objectif, c'était d'avoir une base qu'on puisse déployer partout et qu'on puisse la faire tourner partout. Au niveau de l'interface, on s'est dit, voilà, de nos jours, nous, Sedona, on aime bien faire de l'Angular parce que voilà, on maîtrise bien et on arrive à faire des choses plutôt jolies et performantes. Au niveau du back, là, forcément, on va parler de cloud, vu qu'on parle d'IoT, donc ça va être dans le cloud. Il va y avoir de l'achat, de la scalabilité au niveau des différents services qui vont être utilisés dans le cloud. On va avoir une application back-office qui va être accessible worldwide. Et bien sûr, des interconnexions entre le cloud et le data center du client, donc Solent Corporation. Puisqu'à la fin, l'idée, à partir de cette plateforme, c'est quand même de remonter des informations BI pour le client. Donc, de façon, au niveau d'un diagramme, voilà à quoi ressemble l'architecture. C'est très
très haut niveau, on va dire. Donc vous allez avoir sur la droite donc la partie cloud. Vous allez avoir donc là actuellement c'était une solution basée sur AWS, sur le cloud AWS. Le back office est dedans, les interconnexions au data center sont dedans. On a l'internet et puis de l'autre côté on a le distributeur. Le distributeur, tel comment il est composé, il est composé donc d'une partie robotique qui va être la partie qui va récupérer les produits dans l'inventaire et le donner dans l'espace de livraison pour le client pour qu'il puisse le récupérer. Vous allez avoir d'autres périphériques comme un lecteur de carte, donc lecteur de carte bleue, lecteur de NFC ou un scanner de QR pour justement, s'il a une carte de fidélité, etc., pouvoir reconnaître l'utilisateur pour pouvoir lui proposer d'autres choses. Vous allez avoir aussi, par exemple, une imprimante pour pouvoir imprimer le ticket de caisse, le reçu à la fin. Et donc, tout ça, c'est connecté à ce que nous, on a appelé une application cerveau. Donc, c'est l'application qui va vraiment gérer tout le reporting, toute la partie vraiment complexe et intelligence même du distributeur. Et on a couplé à ça une application Angular donc, qui est embed dans le distributeur, qui lui ne sert juste d'afficher que l'interface que l'utilisateur final va utiliser. Donc là, le petit Voltman qui est tout content avec son produit Solon Green. Voilà, donc au niveau des chiffres, voilà, c'est la taille du projet. Donc c'était à peu près 10 développeurs temps plein, une charge de 1200 jours hommes. Le projet a été splitté en 4 parties pour pouvoir faciliter et paralléliser le développement. Donc il y a eu une partie, c'est la partie de l'application back-office. C'est 2 développeurs, donc c'est un gros module, environ 21 K lignes de code. Vous allez avoir la partie cloud, 2 développeurs, une vingtaine de services AWS, plus d'une vingtaine de services AWS utilisés, à peu près 20 K code aussi. L'application cerveau, donc ça c'est là où il y a vraiment eu le plus dur et le gros du travail. Donc il y avait 4 développeurs. Au total, ça a été splitté en 19 modules et c'est à peu près 20 K lignes de code. Au niveau de l'application Angular pour le client final, donc le Customer UI, donc là c'était 2 développeurs, ça a été fait en un module et c'est à peu près 18 K lignes de code. Donc ça vous donne une ordre d'idée de la taille du projet. Donc on va se... De lignes de code, ça inclut les tests ou c'est hors test? Sans les tests. Hors test. C'est bouté. Donc avec ce statement-là, bon, inutile de dire qu'on a fait des tests, on n'en a pas fait. Donc on va se focus principalement, donc ce retour d'expérience va se focus principalement sur cette application cerveau, ce Brain App. Donc que fait ce Brain App? Donc elle va gérer l'interface avec le cloud. Donc elle va envoyer son statut, dans quel état il est, on va envoyer de la télémétrie, combien de capsules il reste en stock, qu'est-ce que je viens de vendre. Elle va avoir un cache local pour ses assets, donc par exemple les images des produits. On ne va pas les retélécharger à chaque fois qu'un nouveau client arrive, donc on va les télécharger une fois et on va les mettre à jour régulièrement, vérifier régulièrement pour les mettre à jour. On va aussi recevoir des actions qui vont être effectuées de façon remote via l'application de back-office. Donc, par exemple, je suis un administrateur côté Soylent Corp. Je viens de mettre à jour la configuration d'un distributeur et je veux le voir tout de suite. Je ne veux pas attendre le lendemain pour que la machine se récupère la nouvelle version. Je veux que ça se passe tout de suite. Ça se passe tout de suite, donc je vais lui donner un ordre. Voilà, effectue une update de configuration maintenant. Et donc, c'est l'application qui va recevoir cet ordre et qui va faire de lui-même l'action demandée. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, cette application cerveau? Elle va aussi gérer tous les périphériques qui sont connectés à l'intérieur, donc l'imprimante, le terminal de paiement, les scanners, les readers et bien sûr la robotique pour pouvoir distribuer le produit à la fin pour le client. Elle va manager l'appli Angular qui est en front pour le client final. Donc elle va le démarrer, la stopper, la restarter, la mettre à jour, etc. Et elle va aussi se manager elle-même. Donc l'application va se dire, bon, ok, il faut que
je m'auto-update, donc au niveau de la data, donc c'est la configuration, le catalogue de produits par exemple, les assets comme on a dit plus haut, ou elle va aussi se dire voilà, je dois envoyer régulièrement de façon journalière tout ce qui est toutes les transactions qui ont été faites dans la journée. Donc c'est le daily balance. Donc avec toutes ces informations, je vais vous laisser 2 secondes, histoire d'imaginer un peu tout ce que ça doit faire, comment ça doit s'interagir ensemble. Et là, bah, vous vous dites, bah oui, c'est quand même un gros truc. Ça a l'air relativement compliqué et à coder, bon, il peut y avoir pas mal de trucs un peu tricky dedans. Donc oui, c'est plutôt tricky. Voilà, l'architecture ressemble à ça. À l'origine, voilà, ça ressemblait à plein de modules patatoïdes qui avaient des interactions entre elles. Donc on avait par exemple le paiement qui avait besoin du printer pour lui donner donc la partie à imprimer du reçu du paiement carte bleue. Au niveau ça va avoir une connexion avec le delivery parce qu'à la fin ça va conditionner est-ce qu'on fait un delivery ou pas si ça a été payé comme il faut. Ça va être aussi couplé avec la configuration parce que forcément, bah, chaque module va avoir sa configuration pour dire bah voilà mon module est connecté sur ce port-là, il va être connecté avec tel paramètre. Et donc on se dit bah voilà bah avec une architecture comme ça, tous les composants sont tous couplés, donc comme on dit en anglais tightly coupled, donc ils sont tous couplés de façon vraiment très relativement extrême, et au final c'est très difficile de gérer, donc de séparer qui fait quoi et de splitter ça proprement. On va avoir après des problèmes de gestion de thread, parce qu'au final il y a pas mal de choses qui se passent en même temps, parce que bah, vous allez avoir un thread pour gérer potentiellement attendre, écouter pour des actions à faire en remote. Vous allez avoir en même temps un client qui arrive qui va dire bah, moi je veux m'authentifier, donc on va activer les readers ou les scanners de QR pour que bah, le client puisse s'authentifier. Vous allez avoir potentiellement d'autres trucs qui vont se passer en même temps. Donc tout ça, ça complexifie encore plus cette application. Et à la fin, le tout fait que la logique business est difficile à maintenir dans cet environnement-là. Donc ça paraît simple au début parce que vous n'avez pas beaucoup de modules développés, mais au fur et à mesure qu'on développe, bah là, j'ai fait 6, 7, 8 modules, mais à la fin, quand vous en avez, comme j'ai dit tout à l'heure, 19, bah vous imaginez bien que vous allez avoir des patates dans tous les sens et tout le monde communique avec tout le monde et on ne comprend plus qui fait quoi exactement et qui est responsable de quoi. Donc, voilà, ça c'est pour représenter un peu ce qui se passe au fur et à mesure qu'on développe, c'est qu'à la fin, on ne comprend plus rien vraiment et ça devient vraiment compliqué. Donc pour ça, on a en plein milieu du projet, on s'est dit bah il y a quand même quelque chose à refaire parce qu'au final, ça nous aide pas à développer plus loin le projet et à atteindre le but. Donc on a pensé à justement de l'event driven. Donc qu'est-ce que c'est l'event driven? Pourquoi on a pensé à ça? Dans l'idée, l'event driven, on va déjà commencer par définir qu'est-ce qu'un event. Parce qu'au final, l'event driven, bon, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'un event? Et au final, bah, en fait, un event, c'est juste un changement significatif d'un état. Donc, vous changez d'un état A vers un état B. Voilà, c'est clair. Vous n'êtes pas changé de A vers A. Vous avez vraiment changé quelque chose. Voilà. L'événement peut être généré de façon interne ou externe. Donc, ça peut être un stimuli interne. Bon, bah voilà, j'ai eu un timer qui s'est déclenché, je fais quelque chose. Ou alors, ça peut être un stimuli externe. Le client a touché l'écran. Bah, je dois me réveiller, je dois lui proposer la page suivante. Dans ce genre d'architecture event-driven, donc qui est géré, qui est managé qui est drivé par justement ce genre d'événements, de stimuli, on distingue, c'est toujours composé de deux choses, un event producer et des event consumers. Donc les event producers, c'est ceux qui vont justement générer ces stimuli, et les event consumers, ça va être ceux qui vont justement récupérer ces stimuli et faire quelque chose avec ces stimuli. Avec ce genre d'architecture, généralement, c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on a fait avant. Donc, on n'est pas tightly coupled, mais on est loosely coupled. Donc, vous avez un couplage, mais qui est relativement léger comparé à ce qu'on a fait avant. Pourquoi léger? Parce que
un producteur d'événements hein, qui génère un stimuli ne sait pas qui va consommer son stimuli. Donc, il va produire un stimuli et c'est tout. Mais il ne sait pas, voilà, je sais que je viens de générer de payer, ben, je ne sais pas celui qui va recevoir cet événement le paiement a été fait. Au niveau des événements, un événement lui-même ne sait pas qui va le consommer et ce qui va se passer quand il va être consommé. Donc, quand vous envoyez un événement, le paiement a été fait. L'événement même ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Donc, il ne sait pas que ben voilà, il y aura le module delivery qui va dire bon, bah, je récupère le paiement fait et j'appelle la robotique pour lui dire bah, commence à donner les produits au mec. Donc ça, ça fait partie des propriétés de ce loosely coupled architecture. Et donc le modèle le plus simple pour représenter ce genre d'architecture, c'est le modèle pub-sub. Donc les event producers, donc c'est des publishers et les consumers, c'est des subscribers. Dans ce genre de modèle pub-sub, vous allez avoir plusieurs types de modèles de communication. Donc pub-sub, donc publish subscribe, de façon classique et vraiment explicite via le nom, bah, vous avez un publisher, il va envoyer un événement dans un event bus et ça va être donné à tous ceux qui sont abonnés à cet événement. Donc ça, c'est la façon la plus classique du pub-sub. Mais vous allez avoir aussi d'autres méthodes comme le point-to-point. Donc, ce qui va se passer, vous allez avoir un publisher qui va envoyer un événement. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un des subscribers qui va recevoir l'événement. Quand vous en avez plusieurs, de façon générale, l'event bus, quand vous avez plusieurs subscribers pour un même événement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un round robin. Donc, la première fois, ça va être subscriber 1, la deuxième fois, ce sera subscriber 2, et ainsi de suite. Et vous avez une troisième méthode, un troisième modèle de communication qui est justement le request response, un peu plus classique. Donc le publisher envoie un événement. Pareil, il y a un round robin qui est fait sur un subscriber. Ce subscriber va répondre dans l'event bus qui va être envoyé ensuite vers le publisher. Donc ça, c'est les modèles de communication du pub-sub. C'est ce que apporte justement le fait de partir sur un modèle plutôt orienté justement event-driven. Donc pour ça, après avoir s'être dit que voilà, sur la théorie, on veut de l'event-driven, on est parti donc sur on va dire un framework ou un produit qui s'appelle Vertix. Donc c'est un framework d'application pour la JVM qui est event-driven. Ça existe depuis 2011. C'est sous la fondation Eclipse. Et ce qui est important de noter, c'est que c'est polyglotte. Donc vous allez avoir la possibilité d'écrire du Vertix en Java, en JavaScript, en Groovy, en Ruby, en Kotlin, en Scala, beaucoup de langages. Par rapport à un event bus classique où vous allez avoir plutôt un réacteur pattern simple, où vous allez avoir justement une seule event loop, Vertix implémente ce qu'ils appellent le multi-reactor pattern. Donc, c'est-à-dire que par défaut, si votre CPU a 4 corps, vous allez avoir 4 event loops. Voilà, simplement. Donc, ça veut dire que déjà, on augmente la possibilité on va dire, de gérer les événements. Le code, le fait que ce soit event-driven, le code est géré de façon single-threaded. Donc, vous n'avez pas besoin de dire « j'ouvre un nouveau thread pour pouvoir faire en parallèle telle chose ». Vous avez juste à faire un publish et vous savez que ça va être reçu par un ou plusieurs subscribers et les deux peuvent faire les choses en même temps. Il n'y a pas de souci. C'est géré par le framework derrière. Et donc, ensuite, avec Vertix, on peut aussi programmer de façon, de façon asynchrone, escalable et surtout du code non bloquant. Surtout ce qu'il faut, c'est du code non bloquant, bien sûr, en asynchrone. Donc, vous n'allez pas avoir des problèmes de voilà, je bloque le thread en attendant et donc au final, l'autre qui devait se faire en même temps se fait pas parce que voilà, le thread est bloqué. Un autre avantage de Vertix qu'on n'a pas utilisé sur ce projet, c'est le fait d'avoir un event bus distribué. Sur le principe Vertix, vous avez la possibilité de dire voilà, j'ai mon backend qui a son event bus. Donc vous avez tous vos modules qui publient dedans. Et cet event bus peut être connecté à un event bus qui est au niveau d'un client, donc dans le navigateur, et qui va lui-même recevoir potentiellement des events qui ont été publiés au côté serveur. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais ce n'est pas utile dans notre cas.
Et surtout, vous avez la possibilité d'ajouter plein de composants à Vertex, donc plein de briques, des briques pour le service discovery, des briques pour des circuits breakers, des clients web, etc. Donc après, qu'est-ce que ça donne après avoir migré vers Vertex? Voilà, en termes d'architecture, c'est quelque chose de plus clean. Donc vous avez un event bus central qui va gérer la communication. Donc, on a splitté tous les modules l'application sous forme de modules. Donc c'était entre guillemets chaque patate de tout à l'heure est devenue un module. La communication entre les modules se fait toujours via l'event bus, donc il n'y a pas un module qui connaît l'autre. Chaque module est indépendant et chaque module est responsable de son propre domaine. Donc le module de paiement, par exemple, ne connaît que le terminal de paiement, ne sait que se connecter à un terminal de paiement et ne fait que de publier des événements pour dire voilà, je viens de me connecter au terminal de paiement, le terminal de paiement est OK, je viens de payer au terminal de paiement, mais il ne connaît pas en aucun cas, il ne sait pas plus que ça. Donc tout ce qu'il fait après, c'est dire voilà, je viens de payer et c'est OK. Ou je viens de payer, mais ça s'est raté parce que voilà, telle raison. Ce qui se passe en dehors de ce module, voilà, qu'il faut imprimer si le paiement a été fait, qu'il faut délivrer si le paiement a été fait. Tout ça, c'est découplé du module. Donc, ça permet de gérer de façon beaucoup plus propre chaque module et ce que fait chaque module. Donc, avec ça, qu'est-ce qu'on a amélioré? Au final, on a amélioré déjà pas mal de choses. C'est que déjà, l'application, en termes de quand on code, on a l'impression de le coder en single thread. Donc, on n'a pas besoin de penser à la parallélisation, comment optimiser en faisant du multithreading ou peut-être du multiprocessing, etc. On n'a pas besoin de penser à tout ça, c'est géré par Vertex. Donc ça, déjà, c'est un truc en moins, un problème en moins au niveau du développement. Ensuite, on a la modularisation. Ça a aidé justement à splitter les responsabilités et splitter les domaines de chaque module. Et donc ça nous permet de simplifier pareil le développement, puisqu'au final, quelqu'un qui est responsable du module delivery, il sait ce que lui a besoin et il n'a pas besoin de toucher d'autres modules et de trifouiller d'autres choses et d'essayer de changer des choses. Donc il sait, voilà, je reçois un tel message, je fais ce que j'ai à faire. L'application réagit tout simplement à des stimuli internes ou externes, donc des messages dans l'event bus, tout simplement. Vous allez avoir je sais pas moi, par exemple l'application UI Angular qui va se connecter à l'application cerveau, on va envoyer un événement, le customer UI s'est connecté. Quel module réagit? Quel module fait quoi à ce moment-là? C'est la responsabilité de chaque module de savoir est-ce qu'ils doivent souscrire à cet événement et faire quelque chose avec. Et au final, le fait qu'on ait tout splitté et tout séparé de façon propre, ça permet de simplifier la maintenance de tout ça et aussi de simplifier si on a besoin de changer la logique business. Problème, parce que bien sûr on a migré, mais c'est pas comme si non plus on était des experts Vertex. Donc on a migré vers Vertex et on a découvert au fur et à mesure de la migration certaines choses, certaines contraintes au niveau de Vertex. Première contrainte qui était vraiment, on va dire, embêtante et un peu à la fin qui ne gêne pas trop, mais qui produit beaucoup d'overhead, c'est le fait de gérer que l'event bus Vertex par défaut ne gère que des types primitifs. Donc avec ça, vous êtes toujours obligé de faire de la sérialisation d'objets pour les remettre en string. Et quand vous les recevez de l'autre côté, vous êtes obligé de les désérialiser pour justement, si vous envoyez un événement à 3 subscribers, vous envoyez une fois, vous sérialisez une fois, 3 subscribers reçoivent, vous désérialisez 3 fois la même string. Donc c'est ça, voilà, ça génère un overhead, c'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours quelque chose à prendre, surtout sur des systèmes, sur des machines à la fin qui sont entre guillemets des systèmes, on va dire, presque embarqués. Autre problème, comme on programme de façon asynchrone dans Vertex, donc chaque méthode, on lui passe un handler pour que justement, on puisse entre guillemets avoir un callback quand la méthode est terminée. Ce que ça donne, ça donne que ça ressemble un peu à du JS où on va avoir du JS à l'ancienne,
où justement vous allez avoir ces callback hell, où vous allez avoir ces méthodes indentées, de plus en plus indentées, parce que vous les chaînez tout simplement. Donc là, vous avez, voilà, je do something, à l'intérieur du handler, je do something else, et encore à l'intérieur de ce handler, je do another thing. Théoriquement, si je devais continuer, j'aurais encore indenté encore plus. Voilà, donc en termes d'écriture, en termes de lisibilité, c'est pas terrible. Sur une méthode où vous faites un truc, ça va. Maintenant, si vous commencez à en enchaîner 3, 4, 5, à la fin, pour lire le code, bon là c'est relativement simple parce que voilà, il y a juste un if, mais vous imaginez bien que si c'est tout un gros pavé de logique à faire dedans, pour relire, c'est plus compliqué. Donc comment on peut améliorer cette architecture event-driven? Pour l'améliorer, on a pensé à une chose, c'est d'utiliser justement ce qu'on appelle les reactive streams. Qu'est-ce que c'est que les reactive streams? Donc ça, c'est des flux de données qu'on processe de façon asynchrone avec surtout de la backpressure non bloquante. Je reviens sur ça après. Sur ce backpressure non bloquante, c'est très important parce qu'au final, c'est pas juste un stream, donc c'est pas juste un flux de données, mais c'est un flux de données avec une backpressure non bloquante. Donc ça a été initié en 2013 par Netflix, Pivotal et Lightbend. Donc vous pouvez imaginer pourquoi. Ça suit le modèle PubSub. Et donc qu'est-ce que ça fait? C'est que ça évite de bufferiser, d'avoir justement une trop grosse backpressure au niveau des subscribers. Donc qu'est-ce qui se passe sur un stream? Généralement, quand vous vous abonnez à un stream, vous, entre guillemets, vous prenez la data telle qu'elle arrive. Donc, si la source, quand vous subscribez, elle a 1 million de données, elle va vous balancer 1 million de données. Donc, généralement, les subscribers, comme ils ont des choses à faire, ils ne peuvent pas forcément processer 1 million de données d'un coup, donc ils bufferisent de leur côté la donnée qui arrive au fur et à mesure. Et donc les reactive streams, ce que ça permet d'éviter justement ce buffering. Et en fait, le subscriber, c'est à l'initiative du subscriber de demander justement à sa source, donne-moi l'élément suivant. Et justement, la source, lui, ne va émettre que quand l'élément est demandé. Donc de façon schématique, à quoi ça ressemble? Donc sur une stream classique, donc là je vais prendre une stream relativement simple où vous avez juste un processeur au milieu, donc vous avez votre source, les données d'entrée, elles sont transformées une seule fois et ensuite elles arrivent à la fin dans le subscriber. Comment ça se passe dans une stream de base? Donc vous souscrivez. Donc le subscriber souscrit au processeur qui lui-même souscrit à la source. L'événement, ok, tu t'es enregistré, a été envoyé. À partir de là, sur une stream classique, la source balance directement ses n items. Elle ne va pas attendre, elle va directement les balancer au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc comme je disais tout à l'heure, s'il y en a 1 million qui sont déjà là, il va balancer les 1 million au processeur, qui va devoir faire son processing des 1 million, qui va ensuite les balancer au subscriber. Et quand c'est fini, vous avez l'événement de complétion, comme quoi voilà, la source a été utilisée, vous avez reçu votre million d'items. Sur une reactive stream, donc ça marche un peu différemment. Sur le début, donc vous souscrivez, pas de souci. Vous avez reçu l'événement comme quoi vous êtes inscrit, pas de souci. Comme je disais tout à l'heure, c'est au subscriber d'envoyer la demande. Je veux l'élément suivant. Et c'est seulement quand il y a une requête pour un élément que la source va envoyer l'élément demandé. Donc, à la différence de tout à l'heure, c'est que vous allez avoir une espèce de boucle qui va être faite sur je query l'élément suivant et je reçois l'élément suivant. Quand cette boucle est terminée, la source envoie toujours l'événement de complétion. Donc, c'est ça l'idée de la backpressure non bloquante, c'est de dire le sync demande un élément que quand il peut le traiter. Si le sync ne peut pas traiter l'élément, il ne va pas en demander de plus. Et c'est là qu'on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire du reactive stream? Et on en est venu donc avec
la tendance relativement récente de Sedona à pencher sur des solutions orientées Quarkus. Vous avez eu donc on a eu une très belle presse de notre architecte Edouard qui a parlé essentiellement des deux Quarkus en détail. Donc, je vais juste résumer rapidement sans trop rentrer dans les détails, mais bon voilà, je vous invite à regarder sa presse. C'est un framework Java qui est full stack, Kubernetes native. Donc c'est pensé pour être containerisé. Derrière, c'est Red Hat. Ça tourne sur du GraalVM ou sur de la hotspot. Ça démarre très vite. Ça a une empreinte mémoire très faible. Ce qu'il faut savoir derrière, c'est que c'est buildé par-dessus Vertix. Donc derrière, dans le cœur de Quarkus, il y a Vertix. Donc il y a l'Eventbus Vertix déjà dedans. Et donc on peut programmer avec des reactive streams, avec l'intégration SmallRye Mutiny, donc qui est aussi inclus dans Quarkus. En plus de tout cela, dans Quarkus, vous avez plein d'extensions pour faire du REST, pour avoir des clients réactifs JDBC, pour faire du Camel, pour faire des lambda dans AWS, pour gérer des streams Kafka, etc. Donc vous avez vraiment une grosse palanquée d'extensions. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est parti dessus. On avait de la connaissance dessus, on avait de l'expérience dessus, et donc voilà, on est parti sur une application Quarkus. À la fin, qu'est-ce que ça change en termes de diagramme? Pas grand-chose. Donc à la fin, la modularisation est toujours la même. On passe toujours par l'Eventbus Vertix dans Quarkus. Et donc vous allez me demander, mais voilà, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça a changé de passer à Quarkus? Parce qu'au final, en termes d'architecture, ça n'a rien changé. Déjà, le problème de sérialisation a été résolu. Donc, ce qui se passe, c'est que Quarkus va gérer lui-même tout ce qui est sérialisation, désérialisation dans l'Eventbus. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quand vous êtes, si on prend la partie publisher, donc dans Vertix, vous devez avoir votre object mapper pour justement reconvertir dans la réponse comme vous voulez. Donc là, le get info topic response. Sinon, vous allez avoir une string et puis voilà. Au niveau du subscriber, pareil, vous recevez une string et donc faut en fait encore un convert value avec votre object mapper pour récupérer la request comme il faut. Quarkus, pardon, lui va simplifier toute la chose. Il va se gérer lui-même cette conversion, cette sérialisation, désérialisation. Et donc, vous pouvez directement passer justement le type que vous voulez. Donc là, par exemple, au niveau du publisher, on passe directement dans la requête le get info topic response. Et pour le consume event, on récupère directement un get info topic request et on peut faire directement un return d'un get info topic response. Et avec ça, Quarkus sait se débrouiller. On n'a pas besoin de faire plus. Donc ça simplifie beaucoup l'écriture. Donc ça, c'est le premier problème qui a été déjà enlevé. Le deuxième problème, il est aussi réglé. Donc on a ce handler hell ou ce callback hell qu'on avait tout à l'heure. Il a été simplifié avec justement ces reactive streams. Donc avec SmallRye Mutiny, vous avez la possibilité de créer des streams relativement rapidement pour faire vos traitements. Là, on peut voir, par exemple, donc, le unique create from item au niveau de Quarkus, donc dans le Mutiny, vous allez faire votre première action. En item transform, là, vous allez déclarer un processor, vous allez faire do something else. En item transform, vous allez déclarer un autre processeur, ça va être do another thing. Et ensuite, vous allez avoir subscribe, donc vous êtes tout à la fin dans le sync, dans le schéma, si vous vous souvenez bien. Et là, vous êtes à la fin, où vous avez justement votre handler pour toute la chaîne s'est bien passé. Et vous avez tout en bas la dernière partie. Oups, pardon. La dernière partie où il y a écrit, où vous avez publish chain action failed. Donc c'est le handler s'il y a une erreur quelque part dans la chaîne. Donc que ce soit une erreur directement sur le premier do something, que ce soit une erreur sur le do something else ou soit sur le do another thing, vous allez finir dans le error handler à la fin.
Donc ça simplifie vachement l'écriture, parce que vous avez tout à plat. Vous allez simplifier, vous avez juste à lire en item transform, je fais ceci, en item transform, je refais cela. C'est beaucoup plus simple à lire et vous vous y retrouvez beaucoup plus rapidement. Gros avantage aussi, c'est que les logiques complexes avec donc Small Rime Mutiny, elles ont été beaucoup plus simples à écrire. Donc là, voilà, j'ai un exemple tout simple. Je query un serveur pour récupérer de la data. Donc j'ai un get data from server que j'appelle depuis donc un uni, donc une stream. Donc je démarre une stream avec une source, donc qui est le get data from server. Je subscribe. Et donc voilà, comme je disais, comme j'écris dans mon exemple, par défaut, dans le handler de success, le résultat, ça peut être qu'une réponse valide du serveur. Et dans l'erreur, ça peut être tout et n'importe quoi. Maintenant, je veux complexifier. Quand je reçois une réponse du serveur, je veux la transformer. Je veux changer ça sous une autre forme. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste de rajouter un onItem transform juste après le get data from server et je fais ma transformation. Dans le handler de succès, je vais récupérer donc une réponse déjà transformée. Je ne vais pas récupérer la réponse raw du serveur, mais je vais récupérer directement la réponse transformée. Et dans la partie erreur, ce sera toujours une erreur qui peut être tout et n'importe quoi. On va complexifier encore. Maintenant, je veux catcher toutes les exceptions. Je veux toutes les wrapper sur une exception custom de mon app, donc une app custom exception. Juste à rajouter un bloc, onFailure, transform, voilà. Donc je transforme mon erreur, je la mets dans un app custom exception. Donc au final, ce que j'ai à la fin, dans le success handler, j'ai toujours une réponse transformée. Et dans l'erreur, dans le error handler, je vais tout le temps récupérer une app custom exception parce que je l'ai wrappé juste avant en disant onFailure transform. On va complexifier encore. Maintenant, je veux, quand je fais mon get data from server, si j'ai un HTTP not found qui m'est retourné, je veux continuer mais avec la valeur null. Eh ben, tout ce qu'il faut que je crée, c'est juste un onFailure, donc un HTTP not found exception, entre guillemets, c'est comme un catch. Recover with item, donc au lieu de dire je fail et je vais dans le error handler, je vais recover pour continuer la stream. Et donc je recover avec la valeur null. Donc ce que je vais avoir maintenant dans le subscribe, dans le success, ça va être une réponse transformée correcte ou un null, si justement j'ai eu un HTTP not found. Et dans mon erreur, j'ai toujours un app custom exception. On va encore plus complexifier, vous allez voir, ça reste toujours relativement simple à écrire. Maintenant, si j'ai pas de réponse dans les 5 secondes qui viennent, quand j'ai fait mon get data from server, je veux envoyer un timeout exception. Là, vous voyez, j'ai juste à écrire tout simplement if no item after 5000 milli, je fail avec un timeout exception. Donc à la fin, juste en faisant ça et juste en lisant donc toute ma chaîne, je get data from server if no item after 5000 milli, timeout exception. Sinon, en item transform, je transforme ma réponse. Sinon, si j'ai un HTTP not found, je retourne null. Sinon, si je rate, je fais un app custom exception. C'est relativement simple on arrive à faire des algos relativement complexes et à les écrire relativement simplement sans avoir à faire des try-catch partout, à rajouter du circuit breaking, à rajouter des composants par-ci, par-là. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer, et donc c'est ce que apporte au final ce passage à Quarkus. Donc toute cette migration, donc elle a été quand même assez grosse, on va dire cette double migration, la première fois vers Vertix et la deuxième vers Quarkus. Donc ça a nécessité 4 développeurs au total, à peu près 100 jours hommes de charge. Maintenant, ce que ça a apporté, parce qu'au final, ça a coûté assez cher, on peut le dire, c'est que l'application est littéralement réactive. Donc, tout est basé à base de stimuli internes ou externes. Donc, on a des événements internes et externes qui sont triggers par des modules ou par des appareils. On a une amélioration sur qui est responsable de quoi, quel est le domaine de chaque module.
On a une amélioration au niveau de la stabilité et de la maintenabilité de l'application, étant donné que tout le monde a son scope. Et avec justement ces Reactive Stream, on a une simplification sur le développement. Donc ça, c'est les avantages, les plus gros avantages. Bon, maintenant, le vrai gros avantage, bien sûr, à la fin, c'est que, pour revenir au business, c'est que Solon Corporation, à la fin, il est encore plus satisfait, parce qu'au final, l'application fait vraiment ce qu'elle veut. Ouais, parce que si je peux me permettre en complément, c'est que à partir du moment où le socle est vraiment bien mis en place, on se concentre exclusivement sur du fonctionnel et plus vraiment sur de la base technique, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Tout Parce à que tout fait. ce qui est gestion de thread, gestion de process, etc., ça, en fait, au final, on allait régler des problèmes techniques, alors qu'en fait, on rendait pas service au client à créer de la valeur ajoutée en termes de fonctionnel. Pardon. Oui, exactement. Donc voilà, c'était une présentation relativement courte, je pense. Je ne sais pas si vous aviez des questions, s'il y a des parties qui vous étaient peut-être un peu trop obscures ou pas compréhensibles. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être des questions. Je suppose que non. Ne soyez pas timide, Francis ne mord pas. En plus, on est en visio, donc non, non, il n'y a pas de questions. Même les externes, hein, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Vraiment, n'hésitez pas, hein, on est là pour ça, on peut discuter tranquillement. Non, bon, à vue d'œil, vous avez l'air d'être satisfait. Bon, pour Aderito, la différence entre Spring Boot et Quarkus, CF, la présentation des doigts. Je pense que elle suffit en elle-même. Et si tu poses la question, c'est que tu ne l'as pas vue, et non, dans ce cas-là, tu mérites. Non, mais c'était un petit joke, mais une petite question quand même. Est-ce que vous auriez pu Vas-y. quand même faire ce projet-là en Spring Boot? On aurait pu, mais Il n'y à avait la pas de limite, différence quoi. de. Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La seule différence qu'on aurait eue, c'est que on aurait dû gérer nous-mêmes certaines choses. Donc certainement la paréisation, le multiprocessing, tout ça, on aurait dû le gérer nous-mêmes parce que Spring Boot ne fait pas ça. Donc Spring Boot va s'occuper de gérer un contexte web. Là, tel que nous on l'a fait, on est parti vraiment sur une application où en fait on a un event bus, et c'est à partir de cet event bus qu'on centralise l'application en fait. C'est vraiment le cœur de l'application, c'est l'event bus. La partie web, pour nous actuellement tel qu'on l'a fait, c'est un des 19 modules. Tu vois, donc parce qu'à la fin la partie web, qu'est-ce que c'est là où en fait le customer UI va requêter l'application cerveau. C'est tout. C'est pas plus que ça. Donc au final, c'est une sous-brique. La partie web n'est pas la brique principale en fait de cette application. Mais Bah, c'est- en complément, en fait, oui, on aurait pu le faire en Spring Boot. Donc, si on avait fait que du Spring Boot pur, on aurait eu le même problème que ce qu'on avait au début avec le framework qu'on avait choisi, qui était Spark Java. Après, on aurait pu très bien aussi faire du Spring Boot avec du Vertex pour faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire du reactive et de l'event-driven. Mais Spring Boot n'intègre pas complètement Vertex. C'est justement ce qu'a montré Francis, c'est que Quarkus, le gros avantage, c'est que c'est une surcouche qui intègre le framework et qui, en fait, te fournit des outils supplémentaires pour améliorer l'utilisation de l'outil. Donc, c'est en ça que Quarkus est. Et en plus, Quarkus, à côté de ça, nous apporte effectivement tout ce que Spring Boot apporte aussi, quoi. En termes de web, en termes d'accès aux data, etc., quoi. Mais la sérialisation, elle se fait quand même, elle est transparente, mais elle se fait quand même, non? Alors, elle est faite elle est malheureusement encore faite, mais elle est gérée côté Quarkus. Donc, D'accord, c'est ça. c'est ça. Donc là, actuellement, le seul gain qu'on a entre guillemets par rapport à ce problème, c'est qu'on n'a plus à l'écrire, on n'a plus à y penser. C'est ça en fait, Est-ce que principalement. vous C'est avez, plus de. Pardon, vas-y. est-ce que, est-ce que vous avez utilisé la partie JS de Vertex? Non.
pour faire de l'event-driven côté interface. Est-ce que je sais pas si c'est intéressant et facile d'usage, je sais pas. Alors, on l'a pas utilisé, nous, parce qu'en fait, alors pour être franc, l'appli donc Customer UI était déjà vachement avancée. Et comme on voulait pas la réécrire, donc en fait, actuellement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se connecte en WebSocket sur l'appli Cerveau. On l'a laissé tel quel, en fait. D'accord. Donc on a un pipe WebSocket qui est ouvert et il s'échange les messages de l'un à l'autre. Donc pour la partie Customer UI, comme elle était vachement avancée déjà, on l'a pas refactorisé, on l'a pas changé, on l'a pas rework. Après, ça reste un mal pour un bien parce que ça nous a permis aussi d'expliciter clairement dans le code et les objets utilisés quels sont les messages à destination de l'interface utilisateur et le reste des messages qui étaient simplement de la communication entre modules ou intermodules, intramodules en fonction des cas d'utilisation. Ouais. Et Exactement. pour la sérialisation des sérialisations, dans l'Event Bus, on passe plus par des JSON. En fait, c'est obligé de passer par un format intermédiaire si on était dans un Event Bus distribué. Mais là, en fait, vu que le Brain est le seul consommateur, du fait qu'on ne soit pas passé par le JS pour écrire dans l'Event Bus, on a fait un petit surcharger un peu le sérialisateur pour qu'il passe directement les instances des objets. Donc on a pu cet overhead de sérialiser dans l'Event Bus en JSON et désérialiser à la sortie. Ouais, c'est exactement. Ok. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Et combien d'événements sont gérés Alors actuellement, j'ai pas fait le compte, mais je pense que mes compères me corrigeront, mais je pense qu'on doit être, ouais, je pense facile une centaine d'événements différents. Non? Voire plus, non? Ouais, Je pense qu'on ouais, a bien plus que ça, ouais, maintenant, effectivement, ouais. Alors, par contre, la question c'était peut-être sur le, Alors, au niveau de la charge. au niveau de la charge. Alors, au niveau de la charge, alors je pourrais pas vous dire exactement à combien d'événements secondes on monte sur la machine cible. Par contre, tel qu'on fait actuellement, il peut arriver qu'on ait ouais, une dizaine d'événements en même temps, quoi, à peu près. Et tout se passe sans problème, sans accroc. Actuellement, on n'a pas besoin d'envoyer plus que... Ouais, c'est rare qu'on ait plus que 10 événements en même temps. Et vous utilisez Kafka ou pas, qui est embarqué dans Quarkus Non, pas du tout. Pas du tout. Pas de Kafka. On fait pas de vrai streaming de data. Donc nous, en fait, là, au niveau des Reactive Streams, c'est plus sur la façon de programmer et sur comment les données sont transférées dans cette, entre guillemets, derrière, donc dans ce que vous avez vu tout à l'heure, donc les unis. Donc si je reprends ça, donc ici, en fait, là, vous créez une source, donc unique create from item. Derrière, en fait, c'est une source de stream. Et ce que fait tout ça, ça va être de gérer justement, les différents processors. Donc, j'ai un processeur pour si j'ai pas d'item après 5 secondes. J'ai un processeur pour transformer la réponse. J'ai un processeur sur la failure, sur un failure HTTP not found ou sur une failure de façon générale. Et votre sync, donc qui est là. Et au final, ça derrière, quand vous, de façon générale, là, vous voyez pas de stream, parce que ça ressemble pas à une stream, je vous l'accorde. C'est derrière la façon de gérer la data qui va être en fait gérée sous forme d'un stream en fait. C'est plus derrière caché que réellement en vrai. Voilà, on fait du Kafka, on va streamer de la data direct dans un pipe et on va faire des choses avec. Là, c'est plus sur comment on va programmer et les datas qu'on va utiliser lors de la programmation, comment elles vont être passées d'une étape à l'autre.
D'accord. Et au niveau monitoring, vous faites comment? Dans les streams, justement, c'est un peu le souci que ouais, s'il y a une congestion quelque part dans les streams, si vous avez un Alors, monitoring au niveau des différents composants, au niveau des différents verticles. alors justement, le but des Reactive Strings, c'est pas d'avoir des congestions en fait. Le fait que ce soit une back pressure non bloquante, comme je disais, en fait, C'est les la failures, donnée. c'est pour détecter aussi les endroits qui peuvent être en failure. Si vous interfacez avec un système qui peut être en failure, bah, je sais pas, moi, des distributeurs qui sont en panne, qui répondent Bah, en plus, qui n'ont fait, plus de réseau. nous, on va toujours s'appuyer sur ça. Donc, par exemple, mettons que je me connecte à un terminal de paiement. Donc, je pourrais ici avoir un connect ou payment terminal. Selon les cas de figure, je vais avoir potentiellement plus ou moins de on failure recover with ou on failure transform, etc. pour catcher vos différentes exceptions de connexion. Et à la fin, dans le subscribe, théoriquement, je vais dire, je récupère mon terminal de paiement, par exemple, connecté. Ouais, Soit ça permet de ici, pas pruder exactement. une Donc partie du ici, je vais avoir système. ici, je vais avoir directement le paiement terminal, et ici, si j'ai une exception, je vais atterrir ici. Donc je sais quoi faire, je sais que je peux envoyer un événement pour dire, je me suis foiré sur la connexion, ou alors je passe à autre chose, j'envoie un retry ou je ne sais quoi. Enfin, on peut imaginer pas mal de choses. Mais Mais en fait, ça permet de simplifier plus. Oui. votre système est distribué et vous pourriez aussi, sur des montées en charge, voir quelle partie a plus de besoin de monter en charge, de paralyser plus les verticles d'un côté, de gérer les ressources finances. Alors là, tel qu'on l'a fait, il y a pas vraiment de, il y a De pas vrai, distribution. ouais, il y a pas vraiment de distribution parce qu'au final, pour nous, c'est une app standalone. Donc, on va pas, on va pas la connecter à d'autres choses que chaque module enfin, chaque module connaît son périphérique, s'il en a un. Mais il n'y a pas plus que ça en fait. Donc, en soi, on pourrait dire que actuellement, l'application c'est un gros vertical. C'est un gros vertical. Il n'y a rien d'autre en fait. Il y en a qu'un seul parce que en fait, on ne connecte pas à d'autres applis cerveau. Euh, donc au final, on n'a pas besoin de multiplier ni de distribuer la charge. Au final, la charge, elle est juste centralisée entre guillemets au niveau du cerveau. Et en complément pour la partie monitoring, en fait, justement, Mutiny nous permet de gérer vraiment tous les états au niveau sur la gestion des streams. Et en fait, tout est remonté systématiquement dans le back-end. Et derrière, on a des outils d'analyse en fait qui sont un peu plus poussés, quoi. C'est ça. Mais ça pourrait faire l'objet d'autres apéros code. Tout à fait. Encore plein de choses à dire. On peut détailler ça plus tard, ouais. Et sur l'utilisation des streams, en particulier dans ce cas d'usage avec les distributeurs de Soylent, une chose qui est intéressante, c'est que là, on a des interactions avec du matériel à gérer, et le matériel fait un petit peu sa vie à côté de l'application, et pour lui parler, pour des fois lui soumettre des demandes, on est obligé des fois d'attendre que ce matériel soit dans un état bien particulier. Et le fait de passer par ces unis, tous ces streams qui peuvent plus ou moins se configurer avant d'arriver à l'étape du subscribe, ça nous permet aussi de vérifier que avant de soumettre une demande au matériel, ce matériel est bien dans l'état attendu sans devoir nous-mêmes gérer plusieurs tentatives à envoyer. On va juste définir une fois la condition à remplir pour passer à la suite. Et c'est Mutiny de lui-même qui va s'occuper de réessayer régulièrement jusqu'à ce qu'on atteigne la condition voulue ou l'arrivée à un timeout avec le if no item, on passe à une erreur. Ça nous permet aussi d'avoir beaucoup moins de code pour gérer les nouvelles tentatives de connexion, les nouvelles tentatives de soumission de requêtes. Et au final, ça devient beaucoup plus lisible dans les différentes implémentations pour communiquer avec du matériel qui, de toute façon, fait sa vie dans son coin et qu'on est obligé de poler pour savoir dans quel état il est et est-ce qu'il est en état de marche. Exactement. Un autre truc avec Vertix, c'est que, étant donné que tout s'exécute dans Level Loop,
on doit absolument coder tous les process en fait en non bloquant. Cependant, Tout à oui, fait. on n'a pas le choix. Typiquement, l'interaction avec un lecteur de cartes ou un terminal de paiement, ce sont des I/O bloquants. Vertix nous permet d'exécuter provisoirement en fait un bout de code dans un thread à part managé par Vertix. De toute manière, Vertix nous avertit en fait à chaque fois que l'event loop est bloqué pendant, je crois, plus d'une seconde, si je dis pas de bêtises. Deux. 2 secondes. Ouais, 2 secondes. On a un warning de la part de Vertix qui nous jette une grosse stack trace en disant tiens, à partir de ce process-là, exactement ce bout de code-là, il prend beaucoup trop de temps à s'exécuter, c'est pas normal.